Bonjour à tous, bonjour chère communauté du podcast Dissidence. Préalablement, on avait fait une première discussion axée sur l'officialisation de la langue Soussou en Guinée. Aujourd'hui, on s'est fait le plaisir d'inviter également un promoteur de la langue Soussou, un promoteur de la langue Pulaar et un autre de la langue Malinké. Ensemble, on va discuter, on va écouter le point de vue de chaque personne sur la question de l'officialisation d'une langue nationale en Guinée. Le Pulaar, le Malinké, le Soussou, on va le savoir tout à l'heure. Je vais prendre le plaisir de vous présenter, chers invités. Chacun va se présenter et on va savoir un petit peu sur eux. Alors, monsieur, vous pouvez aller. Bonjour à votre communauté. Okay. Moi, je suis Diallo Mohamed Lamine. Je suis ingénieur génie de l'environnement. Je suis consultant. Okay. Je suis fonctionnaire aussi. D'accord. Je suis là pour défendre l'idée ou argumenter selon mes idées que la langue Soussou doit être la langue nationale de la République Guinée. D'accord. Suivant. Très bien. Moi, je suis Dr Diallo Mamadou Sunoussi. Je suis enseignant-chercheur en socio-anthropologie de développement à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Okay. Je suis aussi à l'agence qualité, ce qu'on appelle Autorité nationale d'assurance qualité, qui est un établissement qui veille à la régulation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, où je suis chef de département recherche et centre de documentation. Je suis aussi un chercheur qui travaille sur plusieurs sujets de société, comme la sociologie s'occupe de la société, et président de l'organisation guinéenne Winden Tchanken Adlam, où je suis depuis 3 ans président et promoteur de cette écriture et de ses valeurs. Et je suis aussi consultant, comme on aime le dire le plus souvent. Et je travaille avec beaucoup d'organisations de la société civile guinéenne, d'entreprises et des organisations internationales pour comprendre les problèmes de société. Et enfin, je suis auteur aussi d'un ouvrage intitulé L'institutionnalisation de l'encadrement de la religion en Guinée par l'État et ses limites, qui est un ouvrage qui a été édité par Harmattan. Ok, d'accord. Ah, c'est beau ça. Monsieur Tolno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Moi, je suis monsieur Faya Ismaël Tolno. Je suis chef section pour la transcription et la vulgarisation des caractères. Et encore, je suis chercheur dans les langues nationales, l'Unkou, l'arabe, français, Adlam et Kouresebeli. Parce que les 3 écritures-là, je les connais et je les écris. Je suis leur chef direct. D'accord. Donc, je suis là pour la promotion des langues. D'accord. D'accord. Bienvenue à chacun. Ça va être un débat décontracté. Chacun va faire comme il veut. Ici, c'est un espace de liberté. Alors, on discute de l'officialisation d'une langue en Guinée. Et la question qui se pose dans un premier temps, la Guinée est en train de combattre la pauvreté et on n'a toujours pas atteint l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que la question de langue est nécessaire dans une période comme celle-ci, pendant qu'on est en train de combattre la pauvreté, on n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire? Est-ce que vous pensez que la question de langue doit se poser? Est-ce qu'elle est prioritaire? Bon, merci de me redonner encore la parole. Moi, je voulais d'abord décorer un peu la lanterne de mes argumentaires, en commençant de dire quoi? Que la nation doit se créer avec des valeurs auxquelles toutes les communautés composantes de la nation doivent converger vers ces valeurs, bien sûr. Donc, la question de développement également, la question linguistique, la question de la langue est une question aussi centrale. Parce que, avant de discuter sur la faisabilité d'un développement ou la conception d'un projet, il faut d'abord les idées. Et ces idées, il faut qu'il y ait l'acceptation d'abord sociale et communautaire avant de n'est-ce pas, faire chemin
pour l'atteinte de l'objectif de développement. Okay. Donc la langue est un outil essentiel pour, n'est-ce pas, atteindre effectivement le développement que nous voulons, en commençant par s'entendre sur une langue, définir les valeurs, et c'est ce qui va donner la création d'une nation véritable. Et ces valeurs qui ont été consensus, et par toutes les communautés et toutes les langues qui vont converger vers cette valeur linguistique, et va créer bien sûr la nation. C'est cette nation maintenant créée qui va réfléchir sur comment on va se développer, et la langue est une question centrale en la matière. D'accord. Bien, monsieur, je crois que c'est une très belle question qui est posée. Est-ce que c'est nécessaire de parler des langues quand on veut parler de développement, quand même le développement constitue une préoccupation majeure? Je m'aligne sur sa proposition, je dis oui. Le développement, l'élément premier, l'élément garant du développement, c'est d'abord la langue. Lorsque nous voulons lutter contre la pauvreté, il faudrait que nous comprenions d'abord c'est quoi la pauvreté dans notre langue, dans nos langues, dans notre culture. Parce que le pauvre ici n'est pas le pauvre là-bas. La pauvreté pour les uns n'est pas celle de les autres. C'est une notion relative. Relative. Donc il faut s'approprier de cette notion dans sa langue d'abord et dans sa culture. Alors pour moi, et si nous voulons réellement lutter contre la pauvreté, nous devons d'abord lutter pour que tout le savoir, toutes nos lois, toute notre technologie, tout notre environnement, tout notre quotidien, notre façon d'être individuelle et collective soit compris dans nos langues maternelles. Voilà pour moi, soutenir les langues, c'est aussi lutter contre la pauvreté. Soutenir nos langues, c'est aussi aller vers le développement. Aller d'abord par l'éveil des consciences. Aller dans l'affirmation de l'identité de soi. C'est connaître soi-même. Ce qui voudra dire que nos langues constituent le socle de développement. D'accord. Une certaine transcription des valeurs dans nos langues. Monsieur, qu'est-ce que vous en dites? Bon, c'est fondamental parce que le développement, parce qu'en partant du développement, il faut la base et la culture. Bon, la force de l'Europe sur nous, du fait qu'ils ont réussi à casser notre culture en nous imposant leur culture. Et aujourd'hui, les intellectuels qui sont partis à leur école, aujourd'hui, sont devenus des ennemis. Ces ennemis, ils ont des choses, ils mettent, mais à vrai dire, non, ils ne sont pas prêts. Ils sont devenus des problèmes parce que si vous les posez, ils ont des termes très bizarres. Très bizarre. Tu vois, des docteurs en sociologie, en linguistique, en droit, vraiment ils ne raisonnent pas bien. Parce que ce n'est pas dans leur langue. Voilà, ils ne raisonnent pas bien. Nous qui sommes là, on s'exprime en français. Qui parle bien ici? Personne. J'ai tenu une conférence de presse sur ça à Bamako, à la Bibliothèque nationale du Mali. Nous ne sommes que des simples amateurs. C'est fini. Parce que si on parle en français, dans les langues étrangères, en français, en arabe, parce que moi j'ai la chance de parler les trois langues. Je parle en français, je parle en arabe, je parle et en anglais aussi. Non, les mots sont mal articulés. C'est pas comme ça. Donc ça crée deux complexes. Le complexe d'infériorité pour nous les Noirs et le complexe de supériorité pour le blanc. Parce que lui, il est avec moi. Il n'arrive pas à s'exprimer. Donc je suis là, il essaie de m'imiter. Et il n'arrive pas à le faire. Vraiment, ça fait ma grandeur. Et lui, ça fait sa petitesse. Donc c'est l'explication en quelques mots que c'est infaillible même. Le développement sans les langues, c'est infaillible. Et d'ailleurs, aucun peuple ne s'est développé dans la langue de l'autre. Aucun peuple. Tous les peuples qui se sont développés l'ont été dans leur langue, dans leur culture. Et c'est là, c'est le ciment social pour le développement. Ça parle souvent de valorisation, ça parle maintenant d'officialisation d'une langue. Que gagne-t-on concrètement dans l'officialisation d'une langue nationale en Guinée? Moi, je crois que nous gagnons d'abord la décolonisation de l'esprit. La décolonisation de l'esprit. Parce que, pour moi, on a décolonisé les politiques. On nous a dit, bon, vous allez vous gouverner vous-même. Vous allez vous gérer vous-même. Mais le symbole de la domination est encore là. Lorsque les empreintes. Les marqueurs sont encore là. Lorsque moi, je dois
m'adresser à vous, il faudrait que ça soit en français. Moi, j'aurais voulu que cette émission, même si je ne comprends pas peut-être une autre langue guinéenne, qu'elle soit faite dans une langue guinéenne. Que c'est cela, parce que quand vous prenez le nombre de Guinéens qui parlent et comprennent véritablement la langue française, cette langue qui est la langue officielle, c'est environ 15, 20, à la rigueur 25%. Et ces 25% ne peuvent pas comprendre, comme il l'a dit tout à l'heure, la langue dans toute sa structuration, dans toute sa fonctionnalité, dans toute sa dimension. Donc pour moi, l'officialisation des langues constitue un grand pas vers la décolonisation de l'esprit. Et on leur avait dit, le jour où... C'est pourquoi la francophonie a été créée, c'est pas pour rien. La francophonie a été créée, le Commonwealth a été créé pour encore garder une emprise sur les peuples colonisés. Vous allez parler nos langues. Aujourd'hui, si nous voulons rejeter le français, mais nous le rejetons dans la langue française. Comment voulez-vous que ce rejet-là soit systématique? Ce n'est pas possible. Il faudrait qu'on parle dans nos langues. Moi, je crois qu'il faut décoloniser l'esprit en acceptant, en officialisant nos langues. En officialisant nos langues, c'est aller... c'est un pas de géant. Je leur donne la parole, mais tenez-vous très bien. Et moi, je me suis frotté les mains lorsque j'ai vu que la CAF, désormais, donne l'opportunité aux joueurs de faire leur discours, comment ils appellent ça, leur conférence de presse en langue maternelle. Quand même, quelqu'un, j'ai vu une vidéo qui passait sur Facebook, qui me dit, on a donné le ballon d'or à Dembélé, mais il ne sait pas parler. Comment il pourra parler? Il n'est pas dans sa peau. Laissez-moi parler dans ma langue maternelle, ou dans mes langues guinéennes, que j'ai maîtrisées, parce que j'ai ma langue maternelle et j'ai une langue seconde en Guinée. C'est votre langue de naissance. Voilà, ma langue de naissance. Et en Guinée, j'ai la chance d'avoir au moins une deuxième langue, une seconde langue. Donc, pour moi, il faut décoloniser l'esprit. D'accord. C'est vrai, il faut aller vers l'instauration d'une langue locale que toute la population, n'est-ce pas, doit parler. C'est bien, comme il a si bien dit. C'est un aspect très important quant à la décolonisation de la conscience et puis aussi la restauration de l'identité en tant qu'Africain. Mais les langues aussi étrangères ont aussi leur place dans notre société, bien sûr. C'est pourquoi je ne partage pas à 100% que ça soit seulement nos langues. Il faut aussi une autre langue auquel on va communiquer avec le monde extérieur. Parce que l'une ne peut se développer en vase clos. Il faut faire aussi la main tendue, il faut aller vers d'autres langues aussi pour une intégration, n'est-ce pas, comme on avait créé la mondialisation et l'intégration des cultures. Certes, nous devons faire la promotion de nos langues pour que les autres aussi nous considèrent comme nous les considérons, que la considération soit réciproque. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je suis dans cette logique que nous avons des problèmes à l'interne. Parce que le combat qu'ils ont pu mener jusqu'à instaurer une seule langue sur une très grande surface telle qu'elle est l'air, bien sûr, la France, l'Angleterre, les États-Unis, ainsi de suite, c'est un grand espace. C'est un grand espace quand même. Et nous aussi, il faut que nous aussi nous réussissions à s'entendre malgré nos divergences, à s'entendre sur une seule langue. Pour que nous aussi nous faisons ça, promotion, pour que les autres nous respectent. Qu'ils se disent d'abord que vous êtes... Nous, on s'est entendu à parler une seule langue. Vous aussi, votre grand défi, c'est de vous entendre à parler une seule langue. Et puis, maintenant, on va faire la concurrence des langues. Moi, je crois qu'on fait une erreur. Moi, j'ai lu les textes de la France, les textes fondateurs de l'État français, mais je n'ai aucunement vu que le français, c'est la langue officielle de la France. Je n'en ai pas vu. J'ai lu... Le français n'est pas la langue officielle de la France. Ça, je suis formel pour avoir lu. Et vous pouvez vérifier. Heureusement, on est dans un monde de vérification de ce qu'on dit. Et quand vous prenez la France, est en train aujourd'hui de faire revivre des langues. Et ça, je suis aussi formel parce que j'ai vécu, j'y ai été pour voir qu'il y a des États, des Normands par exemple, qui essayent de faire revivre des langues qui ont été abandonnées. Ça, je suis très dans ma zone de confort en parlant de cela, que le français n'est pas la langue officielle et qu'il y a des langues qui aujourd'hui sont en train de renaître, d'émerger. C'est comme au Maroc, c'est comme dans beaucoup d'États où on est sorti de ce carcan dire que ça c'est la langue officielle. Chez nous en Afrique, on dit bon voilà c'est la langue officielle. Sinon il n'en existe pas. D'accord. Moi je pense qu'on a encore ces problèmes. C'est lorsque
on n'arrive pas, n'est-ce pas, à avoir le véritable développement. C'est pourquoi la première question que vous avez posée, vraiment, apporte toute son attention dans ce sens-là. Quand vous dites que les autres, parce que le français, même si c'est maintenant qu'il y a des anciennes langues qui font encore leur réapparition, qui viennent encore trouver une place de soi dans le milieu français, mais quand même, le français a fait beaucoup de progrès pour la population française pendant des siècles quand même. C'est une évidence. Je pense qu'il ne faut pas omettre cet aspect-là. Nous, qu'est-ce que nous on a eu avec notre plurilinguistique? Qu'est-ce que nous on a eu? On a eu les divisions, on a eu on a eu la haine, on ne s'aime pas. Est-ce que vous voyez? Ça peut s'expliquer. Alors, je rebondis. Oui. Alors, après 6 ans de notre indépendance, jusqu'à présent, le peuple guinéen ne parvient pas à s'entendre sur une langue nationale. Pour vous, pourquoi on ne parvient toujours pas à s'entendre sur une seule langue? Voilà, sur l'ordonnance de Sanoussi, Sanoussi. Bon, ça m'a un peu échappé parce que je devrais vous interrompre avant que vous ne partiez loin sur la partie. Ok, allez-y. Parce que chaque fois, on fait des recherches sur la partie. Bon, la langue officielle en France, c'est le français. Est-ce que vous comprenez? Et ça n'a même pas été voté. L'ordonnance du 25 août 1539 par François Ier. Vous savez que l'ordonnance est au-dessus du décret. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on expliquait la langue officielle était le latin, autrement appelé la langue de l'Église. Donc les Français, le roi avait du mal, chaque fois on venait l'expliquer en latin. On l'explique en français, du latin en français. La traduction. Donc finalement, c'est l'ordonnance du 25 août 1539 qui a officialisé la langue française au détriment du latin. Il y a eu des dissensions, mais finalement, là où le roi est, c'est ce côté-là qui va gagner. Bon, c'est le même cas comme chez nous. Le président lui-même n'a pas compris. Tant que le président ne comprend pas, ça ne sera pas compris. Quel président? Les présidents qui viennent, les présidents à l'indépendance ici, n'ont pas compris. Parce qu'ils sont partis à l'école de Jules Ferry. L'école de Jules Ferry, ça c'est l'école coloniale. C'est lui qui a défini l'école coloniale. Bon, ces gens-là, on les domine. Bon, nous allons les initier. Donc, comment les initier? On les initie pour qu'ils m'aident à assujettir leurs frères. Voilà pourquoi ça n'a pas d'importance. Tu vois, quelqu'un, il a fait la licence, ça n'a pas d'importance. Il est master, ça n'a pas d'importance. Il a poussé jusqu'au doctorat, ça n'a pas d'importance. Ça ne progresse pas le pays. Il s'est dit encore consultant, rien. Moi, je fais partie de même. Mais où est le rendement? C'est comme en agriculture, au temps de Sékou-Touré. Quelqu'un a dit on a cultivé 250 000 hectares. Sékou-Touré dit que si cela avait vrai, jusque devant mon palais, là, c'est cultivé. Parce qu'on mentait. Ce n'est pas la quantité, c'est le rendement. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas besoin d'aller loin. Tant qu'on n'étudie pas dans nos langues, on ne valorise pas, ça ne sera pas. Mais comment valoriser? Les chefs eux-mêmes ne comprennent pas. Ceux qui sont partis à l'école, le blanc a enseigné à nos linguistes ici qu'on n'impose pas une langue. Mais c'est archi faux. Le français a été imposé ici, non? Oui, bien sûr. L'anglais a été imposé ici, non? Bien sûr. Le portugais a été imposé, non? Mais pourquoi vous-même vous avez vu ça après? Vous dites le contraire. C'est vraiment... c'est malhonnête. Il y a des gens qui le disent souvent qu'on n'impose pas une langue. Non, on impose. J'ai dit que le français a été imposé. Mais c'est faux. Le français a été imposé en France par l'ordonnance autrement appelé le nom souvent ça m'échappe, Villers de Cotterêts. Donc l'ordonnance Villers de Cotterêts, c'est l'ordonnance du 25 août 1539 qui a officialisé la langue française par un ordre. Et l'ordonnance est au-dessus du décret. Donc l'homme qui est venu n'a pas compris. Sinon Dieu a fait un cadeau à la Guinée. La Guinée n'a jamais compris. Quel est ce cadeau? La Guinée n'a pas compris ce cadeau. L'indépendance, le 25 août 1958, c'est dans ça que Sékou Touré a prononcé que nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Il a dit ça en français. Bon, le 2 octobre, on a hissé le premier drapeau. L'hymne national a été chanté dans quelle langue? En malinké. Ça n'a pas été préparé. Djeli Mamoudou Kandé dit que ça n'a pas né de donc il est là Kabéama. Tout le monde a accepté. Dans le nom Kobokala, il faut chanter. La Guinée de nous, Bende Cambodge Nyado. La Guinée de nous, Bende Kala Guinée Horoya. Kamfa Sota Julublo. Guinée de Jamana Musomanu Nyondeme. Ambe Yamrilata. Bembaluni de Nyonuma.
Olubesana ni horoya nyini nedo alufa sonye jine. Olubesana ni horoya nyini nedo alufa sonye jine. Afrique fait kumbela anjusuka na foi moume. Et ce team a été chanté durant 6 mois dans les 4 coins de la Guinée. Dans les 4 régions de la Guinée. Je pense que le choix est fait. Ok. Ça a été un cadeau, mais on n'a pas compris. Parce que la compréhension du sujet, c'est une manière de réussir à 50%. Pour faire Maudou ni Sojawab. Si tu comprends le sujet déjà, que tu aurais répondu à moitié. Mais ça n'a pas été compris. 6 mois après, Keita Foudiba a traduit ça en français. En français. Le ministre de la Défense, Keita Foudiba. Est-ce que vous comprenez? Après avoir traduit, c'est Jean Cellier, un procès de musique à Sendervalia, lui il a travaillé là-dessus. Et ce team fut dénommé La Liberté. Peuple d'Afrique, le passé historique que chante l'hymne de la Guinée fière et jeune, illustrée épopée de nos frères morts au champ d'honneur en libérant l'Afrique. Le peuple de Guinée, prêchant l'unité, appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance recouvrée. Donc, depuis là, c'est ça, et on ne comprend pas français. Bon, on ne s'adresse pas aussi à un peuple français. Vous voyez là où le bas blesse. Ça veut dire qu'il y a une incohérence. On fait du mal à nous-mêmes. Moi qui parle, je ne suis pas français. Je ne m'adresse pas aussi aux Français. Ouais, ça ne va pas dans la cabosse de l'homme noir africain. Moi, Faya Ismaël Tolno, je ne suis pas français. Je ne m'adresse pas aussi aux Français. Vous voyez là où le bas blesse. Le sujet n'est pas compris. Voilà pourquoi on va toujours nager. Une décision politique, c'est fini. Et dans cette décision aussi, la langue favorite. Moi, je ne suis pas malinké, je ne suis pas Pel, je ne suis pas Sousou. La langue favorite, c'est le malinké. C'est la langue même de l'Afrique occidentale. Comment? La langue commerciale en Afrique occidentale, jusqu'à leur porter le nom, ce sont les Djoula. Parce que entre eux et les forestiers, nous les forestiers, on a nommé les malinqués par leur activité Djoula. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tous les termes commerciaux sont en malinké. Djoulaya, Tonon, Térémé, Badjo, c'est un malinké. Tout le monde a emprunté ça avec les malinqués. Badjo là c'est le malinké. Térémé c'est le malinké. Est-ce que vous comprenez? Bon encore c'est la langue populaire, c'est la langue la plus parlée en Guinée et la plus parlée en Afrique occidentale. C'est comme si on vous dit quel est le grand centre de l'Afrique occidentale. Mais c'est déjà choisi, c'est Abidjan. C'est Abidjan. Il y a des Guinéens, on n'a même pas besoin d'apporter les Guinéens à eux là-bas. Les Guinéens qui sont là-bas suffisent pour nous. On peut prendre tout parmi eux. D'accord. Abidjan. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est sans fait, ni cri, ni tambour. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous laissez, non je viens, si vous laissez au choix, au linguiste, non. Parce que nous sommes calés par deux choses en Afrique ici. Il y a l'ethnocentrisme que le blanc utilise. Est-ce que vous comprenez? Et l'égoïsme aussi. Moi, mes parents, même certains, pourquoi tu défends ça? Bon, ils ne savent pas pourquoi. C'est la logique. La logique veut dire le bon sens. Est-ce que vous comprenez? D'accord, on reviendra sur cette question-là. Toujours sur la question de pourquoi on ne parvient pas à s'entendre, vous avez donné un élément de réponse, c'est la question de compréhension. Mais est-ce qu'au-delà de ça, il n'y a pas aussi un échec historique? Parce que beaucoup de gens disent qu'à l'époque de Sékou Touré, il avait l'opportunité d'imposer en ce moment une langue nationale en Guinée, mais il ne l'a pas fait. Est-ce que cela aussi ne s'explique pas par cet échec historique-là depuis l'indépendance? Cette partie a déjà répondu. J'ai dit qu'il n'a pas compris. Okay. Parce que ceux qui sont partis de l'école coloniale, ils n'ont pas fait d'autres écoles. C'est comme moi. Moi, ma chance, c'est quoi? Moi, j'ai fait l'arabe. Je suis arabisant. J'ai fait l'université arabe. J'ai fait le français. J'ai terminé. Est-ce que vous comprenez? J'ai fait les langues là. J'ai étudié les 4 langues là. Soussou à part, malinké à part. Donc, on n'a pas les mêmes réflexions comparativement à celui qui n'a fait que le français seulement. Ça se limite là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très difficile qu'ils comprennent. Moi, je crois tout à fait le contraire. Je crois tout à fait le contraire, peut-être en partie de ces arguments. En fait, c'est vrai, il y a une incompréhension de départ de l'autorité, mais cette incompréhension, je ne la mets pas dans l'angle dont M. Tolno attaque. Eh bien, moi, je crois qu'il y a eu une mauvaise volonté politique. Une mauvaise volonté politique lorsque une autorité, d'accord, les langues occidentales ont été imposées, mais il y a eu, le président Sékou Touré a eu la volonté, par rapport à beaucoup de ses pairs, de faire l'enseignement des langues. Et il a compris
que pour aller, il faut choisir les langues. Depuis le départ. Depuis le départ. Il est allé par aire géographique ou aire linguistique. Il a trouvé en Haute-Guinée le Maninka. En forêt, je crois, il a pris le Kissi et le Soso, le Pulaar. Et au nord de la Guinée, au nord-ouest de la Guinée, je crois, le Ougni. En tout cas, il a pris 8 langues. Il a eu la politique. Mais, comme l'entreprise coloniale était encore là, la séparation s'était mal passée, la rupture a été brusque, et la volonté d'aller vite du président était là. Le départ a été faussé parce qu'il n'a pas été préparé. Toute rupture demande une préparation. On devait d'abord préparer les manuels. On devait préparer les enseignants. On devait transcrire. Transcrire. C'est-à-dire, en fait, on devait mettre la science, la technique et la technologie dans nos langues et dans nos systèmes d'écriture pour enseigner. Donc, pour moi, le raté ici, c'est quoi? C'est parce que la préparation a été mal faite. La volonté était là, mais la préparation a été mal faite. Et là où je ne suis pas aussi d'accord avec M. Tolno, peut-être oui, la première forme de l'hymne guinéen a été chantée en Maninka, c'est vrai. Mais lorsqu'il dit que le Maninka est la langue du choix, et la langue qui doit être la nationale, je m'inscris en faux lorsqu'il dit que c'est la langue la plus parlée. On reviendra dessus. Je termine juste. Je termine juste. Si je pars sur la base des statistiques que nous-mêmes nous produisons, le Pulaar est la langue la plus parlée sur le territoire guinéen. Ah bon? Plus loin, je laisse la Guinée, comme nous y reviendrons. Je reprends l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Sur près de 24 États, on parle le Pulaar. Si elle n'est pas la langue de première, elle est la langue seconde de ce pays. Donc, c'est une langue aussi très utilisée, tant par les corps de métier que par le milieu informel, le commerce dont il parle, et même dans le milieu académique et professionnel. Si vous prenez l'exemple de Conakry, de Kassa à Yomu, quand vous parlez Pulaar, on vous répond. D'accord. Oui, moi je voulais un peu être tout à fait différent de mes deux intervenants. D'abord, l'échec pour qu'il y ait une langue nationale en Guinée est purement politique. D'accord. Mais la langue, d'ailleurs, qui s'impose sur son chemin, et elle impose, n'est-ce pas, sa force. Elle continue de dominer et tout le monde va avec. Moi, je vais revenir sur ça pour argumenter après. Alors que je voulais rappeler à mes co-débatteurs que nous sommes en train de parler de la République de Guinée actuelle. Une superficie de 247 857 km². C'est ce que nous parlons maintenant. La République de Guinée de 58. Nous ne parlons pas de l'Afrique de l'Ouest, nous ne parlons pas du Mali, nous parlons de la Guinée. Et les trois langues qui sont en concurrence, c'est la langue Pulaar, la langue Soussou et la langue Malinké. Je voudrais que ce débat ne fuit, n'est-ce pas, son espace. Ce débat ne fuit pas la superficie guinéenne. Parce que je vois que le débat va aller un peu plus loin. Parce que si on va un peu plus loin, le débat va perdre son sens. Moi, la question de la langue, je voudrais qu'on le débatte sans passion, sans parti pris. Que ça soit une logique. Est-ce que vous voyez? Que les arguments que vous allez donner soient largement, purement fondés. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, moi, la langue Soussou que je défends, moi je suis Paul, mais c'est la langue Soussou que je défends. Pour plusieurs facteurs, sur 3 facteurs. D'accord. Donc, si vous me permettez... D'accord, allez-y. Pourquoi vous voulez que la langue Soussou soit la langue officielle du pays? 3 facteurs. D'abord, la langue Soussou, aujourd'hui, en République de Guinée, c'est une langue, sur le plan géostratégique, c'est une langue qui est géostratégique. Ça, c'est le premier aspect. Géostratégique, je vais expliquer après. Deuxièmement, la langue Soussou, parmi ces 2 autres langues, Soussou Malinké, Pulaar, c'est la langue qui est spécifique et identitaire qu'à la Guinée. La langue Soussou. Et le troisième aspect, c'est que la langue Soussou, c'est la seule langue qui accueille. Elle entretient
et elle maintient les autres langues. Si nous prenons son positionnement géostratégique, la langue Soussou aujourd'hui est une langue qui, n'est-ce pas, attire d'autres langues en fonction de son positionnement géostratégique. Géostratégique, c'est-à-dire il est localisé en Basse-Guinée. C'est une langue de la capitale. C'est une région minière. C'est une région qui est bordée de mer. Ça, c'est stratégique et géographique. Oui. Donc, stratégique, c'est une région qui est... C'est une région c'est une langue de la capitale, auquel toutes les autres langues convergent vers elle. Ouais. Et aujourd'hui, en dehors de la langue que nous exprimons, le Soussou, les communautés qui convergent vers cette langue aujourd'hui sont en train d'être influencées par le comportement même de cette communauté qui les héberge. D'accord. Est-ce que vous voyez? D'accord. Ça c'est important. Deuxième facteur, nous avons dit que la langue malinké ne peut pas être seulement identitaire qu'à la Guinée. Le Malien peut se réclamer, n'est-ce pas, de la langue malinké. L'Ivoirien peut se réclamer de la langue malinké. Le Burkinabé également. Le Poulard, on n'en parle pas. Ce n'est pas un héritage particulier à la Guinée. Ce n'est pas un héritage particulier à la Guinée. Le Poulard, idem. 80 millions de populations parlent la langue Poulard. Que ce soit Fulfulde, que ce soit le Poulard du Fouta. Si vous voyez. Donc, tu ne peux pas dire que la langue Poulard est une langue qui est seulement identitaire qu'à la Guinée. Le Sénégalais peut réclamer la langue Poulard, l'Ivoirien, ainsi de suite. Nous sommes tous des peuples. Nous voulons que la langue de tout le monde soit une langue. Mais dans la logique des faits, la seule langue qui est un code spécifique à la Guinée, c'est la langue Soussou. Okay. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, la langue Soussou est en train d'exercer ce qu'on appelle la dynamique socio-linguistique sur beaucoup de langues. Sur beaucoup de langues. Regardez autour de nous. Il y avait combien d'ethnies en Basse-Guinée? Il y avait beaucoup. Mais aujourd'hui, toutes ces ethnies sont en train d'être absorbées par la langue Soussou. Et même les autres qui sont venus, le Poula, venez à Kindia. Les Soussous qui sont là-bas, quelle est leur position aujourd'hui? Est-ce que vous voyez? Les Malinké qui sont venus, les forestiers qui sont venus. Mais prenez le Fouta et évaluez la population aujourd'hui Peul qui colonise cette région. C'est une communauté de migration. Okay. Le Fouta se vide du contenu, il faut se reconnaître. Le Fouta se vide de contenu. Pour aller vers où? Pour migrer vers la Basse-Guinée. À la recherche de quoi? À la recherche du bonheur. La Haute-Guinée se vide. Pour venir vers où? Vers la capitale. Pourquoi? À la recherche du bonheur et se faire du place de soi. Le forestier également. Maintenant, nous on s'est retrouvés en Basse-Guinée ici. Nous sommes en train de parler le Soussou. Nous sommes en train de partager la valeur Soussou qui va finalement donner naissance à une génération qui va donner naissance à une génération qui partage la même valeur et qui vont influencer, n'est-ce pas, quand il sera un jour de faire leur retour dans leur région d'origine. Je crois que M. Diallo est... D'accord. Vous êtes d'accord avec lui? Je ne le serai pas. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas pour de simples et bonnes raisons, comme il dit d'aller sur la base de logique. Je prends la territorialisation de la langue dont il parle. Et quand je prends le fait de migrer, venir vers les côtes et les zones minières, moi je suis ancien chercheur. J'encadre des mémoires. Très récemment, j'étais dans le port de l'estuaire de Fatala, dans le port de pêche de l'estuaire de la Fatala. Je crus bêtement avant d'aller que je ne trouverais qu'une communauté Soussou. Quand je suis allé, c'est Poulard qu'on me parle comme si j'étais dans ma famille encore, entre mon père et ma mère. Je ne me suis pas limité là. Je tourne parce que je travaille sur les questions migratoires. Ma spécialité, ce sont les questions migratoires. Okay. J'ai fait ma thèse sur la migration. Je suis allé au port de pêche de Bonfi. Allez-y. À Bonfi, allez-y, parlez Poulard. Tout le monde vous répond. Sans embase. Et ça, parfois, on vous parle sans accent. Et ça, j'ai fait le tour des ports de pêche de Conakry. Et en dehors de Conakry, j'ai fait le port de l'estuaire de la Fatala, où énormément, j'ai été surpris. Allez,
Le pulaar est majoritaire. En tout cas, on me parle. Je ne sais pas s'ils sont peu, je n'ai pas demandé, mais ils me parlent sans accent. Sans accent, au point que je me sens chez moi. D'accord. Je me sens, je suis chez moi d'ailleurs, mais je me sens avec mes locuteurs. Attendez. Et lorsqu'ils parlent de Soussou comme identité, d'accord. Le seul héritage qu'on peut-être c'est le berceau, ça peut être le berceau parce qu'il faut toujours un berceau. Mais je vous dis que ce n'est pas aussi une spécificité de la Guinée de parler Soussou. Ah bon? Allez-y en Sierra Leone. Allez-y, traversez un peu la frontière de Pamelap. Il y a le Soussou là-bas. Il y a des Soussous mais ce n'est pas parce que le Soussou est là-bas que c'est une appartenance particulière à la Sierra Leone. Attention, ce n'est pas une appartenance particulière. Ce qu'il veut dire, il n'y a aucune langue qui a une... Tidiane Kaba, Soussou, le président, l'ex-président. D'accord, il n'y a aucune langue qui est territorialement limitée. Et toute langue qui est territorialement limitée est une langue amenée à disparaître. Sur la base de quoi? À disparaître. Parce que plus ou moins, les grands groupes démographiques viendront engloutir et transformer, et le nombre de locuteurs transmense, la vieillesse emporte les plus aptes à parler, et les jeunes s'emportent vers les communautés qui viennent avec d'autres marqueurs importants. D'accord. Donc je vous dis, la territorialisation de la langue n'est pas à son avantage. D'accord. Et ça, c'est des déconstructions. Revenez sur pourquoi vous voulez particulièrement que le pulaar soit la langue officielle. Bien, la raison c'est simple, je l'ai commencé. Si nous prenons l'espace, comme il l'a dit, restons en Guinée. L'espace, le territoire guinéen. Dites-moi où vous pouvez aller, où vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui parle pulaar. Je n'ai pas trouvé. Et moi, je suis chercheur, pas urbain. Je travaille en zone rurale. Je connais les 3 régions sur les 4 en Guinée. J'ai fait toutes les préfectures et la quasi-totalité des sous-préfectures de la Haute-Guinée et de la Forêt. À Kankan, où j'ai étudié, où j'ai enseigné de 1997 à 2016. J'y étais et je connais le milieu. Je dors et je travaille avec les gens. La forêt, j'y ai fait 7 ans à l'université de Zérékoré pour avoir fait encore des recherches dans toutes les préfectures de la région forestière. Et je ne peux pas aller dans un village où je ne trouve pas soit un petit commerçant et sa famille, soit un éleveur et sa famille, un mécanicien et sa famille qui me parle pulaar. Ça, c'est cet aspect-là. L'autre aspect, c'est la démographie. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'Institut national des statistiques qui élabore des fiches, qui forme des agents, qui les met sur le terrain et qui collecte des données. Sur cette base, on me dit 40% de la population guinéenne parle pulaar. 40%. Moi, je n'ai pas inventé les chiffres. Moi, je n'ai pas pris mon bâton de pèlerin pour interroger tous les Guinéens. Mais il y a un institut que l'État a créé, qui a travaillé et qui a produit ces données. D'accord. Ensuite, quand vous prenez le pulaar, a été l'une des vieilles langues qui a eu son système d'écriture. C'est vrai, on va me dire que vous avez utilisé l'arabe harmonisé pour écrire, vous avez utilisé le latin pour écrire, tout cela c'était des avancées. Quand vous prenez le pulaar, quand vous prenez Thierno Samba Mombea qui dit yoga mawɓe no tundira ko janginira arabia no lutta e sekkitagol. Parce que quand on a pris l'islam, le Coran, chaque lettre on a fabriqué un son pour chaque lettre. De telle sorte que quand l'enfant lit le Coran, l'arabe ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire. Signiye, badogudo takoyngel, alifta mimara. Donc c'est une langue qui avait été écrite, même si à un moment donné de l'histoire, cette langue a connu un arrêt, par exemple, de la forme de l'utilisation de cette forme d'écriture. Quand vous prenez les vaches, qui est l'un des éléments économiques du peuple, il fut le premier à faire un marqueur sur la bête, pour dire que lorsque cette bête-là, ou ces bêtes-là, sont parmi 1000 autres bêtes, on sait que celle-là appartient à Diallo.
celle-là appartient à Tolno, celle-ci appartient à Camara. Ok. Donc voilà, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. La structuration de la langue, l'ancienneté dans son écriture. Parce que actuellement, moi, je travaille sur les manuscrits précoloniaux. Ok. Précoloniaux. Et ces manuscrits ont été écrits par des caractères qui n'étaient même pas arabes. C'est un ensemble de signes. Parce qu'une écriture est un ensemble de signes. C'est un ensemble de traits, de tirets, qui portent un sens et une signification. C'est une personne qui a dit, quand vous tirez comme ça, c'est oblique, une autre ligne oblique, une ligne verticale, horizontale, ferme ça devient A. On a donné le son A. Donc pour moi, le poids démographique, l'étendue territoriale et la structuration de la langue sont passés permet à faire d'elle une langue nationale. D'accord. Monsieur Tolno. Voilà. Officiel. Ici, bon, comme j'aime dire votre nom, le Mohamed Lamine Diallo, vous avez dit quelque part de ne pas faire la passion, d'être juste au milieu. Bon, ici, si vous prenez les empires, est-ce que vous comprenez? Il y a l'hégémonie. Est-ce que vous comprenez? Mandingue. Ça veut dire que vous les aimiez ou pas. Aucun Africain n'est comparable à eux. Même toute l'Afrique unie. Regardez d'abord la charte de Kouroukanfoua. Ça, c'est une fierté pour les Malinqués et une fierté pour nous tous. On doit se vanter de cela devant les Blancs. Il y a plus de 180 ans entre la charte de Kouroukanfoua et la charte des Anglais en Europe. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'histoire d'abord. Vous comprenez? Sur le plan territorial et encore la conquête coloniale aussi, quel est le résistant qu'on peut comparer à Samori? Ça n'existe pas dans toute l'Afrique. C'est le plus grand résistant. Parce que selon les historiens, on parle de 17 ans ou bien 19 ans. Samori de Wassoulou. L'empereur de Wassoulou. C'est aussi une autre histoire qui soulève parce que quand vous prenez Samori Touré, c'est les gens même qui ont donné attention, son identité encore reste. Quand vous allez, moi je vous donne une vidéo de ATT, une vidéo d'Amadou Toumani Touré. Il est Touré, n'est-ce pas? Il me dit qu'il est Peul. Je peux vous donner la vidéo. Et heureusement, on a dépassé le monde où je ne peux pas prouver ce que j'ai dit. Il a dit, il est. Moi, je suis allé, peut-être il le sait parce que lui, il voyage beaucoup aussi. À mon petit cas, je suis allé, j'ai trouvé des Cissé Peul, des Touré Peul. J'ai demandé, comment ça? Ils m'ont dit, ben écoutez, ça c'est des surnoms, mais nous on est Peul. Donc s'il me parle de Samori, il le classe dans un groupe ethnique. Bon, moi je trouve que c'est un peu paradoxal, quoi, parce qu'il appartient à un territoire quand même Peul. D'accord, d'accord, vous pouvez poursuivre. Ok. Il en était fier. Et il en était fier, hein. Voilà. Ça, je suis. Samori, donc, ce qui veut dire que Samori est Peul ou bien? Je ne connais pas. C'est une traduction. Oui, bien sûr. Non. Bien mon sûr, ami. Bien sûr. Non, l'origine des noms sont là. Bien Après, sûr. il y a eu un brassage entre les cultures. Les Tourés, à leur origine, je ne veux pas qu'on rentre dans ça d'abord. À leur origine, ne sont pas PC de Sarakouli. Est-ce que vous comprenez? Les 5 marabouts, familles marabouts, les Arabes sont venus. Tu sais, les Mandinkas ont été islamisés vers 1050. Est-ce que vous comprenez? En Afrique occidentale, ici, vers 1050. Est-ce que vous comprenez? Et il y a eu 5 familles marabouts. Les Tourés, et c'est des Sarakouli. Les Cissé, c'est des Sarakouli. Vous comprenez? Les Kouma, c'est des Sarakouli. Maintenant, les Djané. Les Kouma, c'est les. Non, les Djané. Les Kouma, c'est les Soninké. Non, c'est bien, c'est les Soninké. Voilà, moi, je crois que si on rentre dans l'histoire, je pense que le plus important, c'est moi qui ai la parole. Restons dans le cadre. Laissez-moi la partie. Je veux qu'on reste. Non, à moins qu'on veut saboter. Non, mon frère. Laissez-moi. C'est pourquoi vous pouvez noter. Vous pouvez noter. Si j'ai fini, sinon, nous sommes en vous train de voulez faire bloquer mon temps. Ou bien, le débat perd son sens, ça fait temps. Allez-y. Moi j'ai noté, quelqu'un même m'a dit que je note beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Non. On connaît l'histoire de ces noms-là, ça c'est des Sarakouli. Parmi ces marabouts-là, c'est un seul qui est Malinké. Sauf qu'on n'est pas venu parler des noms. Je vous en prie. Si on parle de noms, je vous en prie, j'ai dit à l'origine. J'ai dit à l'origine. À l'origine. C'est comme à Kissou. Il y a des Kourouma Kissien, il y a des Kourouma Malinké, il y a des Kourouma Peul.
Allez-y. Vous comprenez? Allez-y. Vous comprenez? Il y a les groupes m'appellent. Je parle de l'histoire que je suis en train de dire. Samori d'abord. Le plus grand résistant, c'est Samori. Qui pouvait comparer? Quel est le roi africain qui pouvait tenir tête à Samori? Il n'y en avait pas. Est-ce que vous comprenez? Et dans sa zone qui fut divisée en 3 pays, voire 4 pays, il y a la Guinée. Est-ce que vous comprenez? Une grande partie de la Guinée, la Côte d'Ivoire, une grande partie de la Côte d'Ivoire, parce que Samori avait la limite entre Samori et les Baoulés. Ils ont fait un pacte entre lui et les Baoulés. Il a trouvé que les Baoulés attachaient les pains. Il dit que moi je ne vais pas lutter contre ces gens-là, je les laisse. Vraiment, ça me fait pitié. Est-ce que vous comprenez? Tout Ouaga là, ça faisait partie. Vous comprenez? Même la dénomination là, l'empereur de Ouasouloum, parce que Samori a pris Ouasouloum. Ouasouloum, la côté, il y a des groupes. Parce que ce nom, c'est nos neveux. Parce que les 100 Peuls qui ont quitté Massina, qui sont venus, et c'était des Peuls avec des cheveux ondulés. Ils parlent des Peuls. Bon, la guerre est tombée derrière eux. Donc, en ce temps, c'était le roi de l'époque, c'est un certain Keita. Je ne sais pas si c'est un Indien ou quoi. Lui dit, bon, restez. Il a donné 100 jeunes filles, malinquées. Et avec le temps, ça a créé la culturation. Ils ont parlé malinqué. Ils sont aujourd'hui malinqués de culture et une Peul de nom. Mais de culture, non. Ils ne sont pas de Peul par culture. Okay. Ils sont Peul de nom seulement. Ils ont la culture mandingue. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, si vous parlez de ça, je reviens encore en Guinée. L'étendue du territoire guinéen, non, je ne laisse pas cette fois-ci. L'étendue du territoire guinéen, Haute-Guinée seulement pèse à 40% de la population. 40% de la terre. La Haute-Guinée. La Haute-Guinée. Okay. Bon, si quelqu'un dit ici que la langue la plus parlée, Haute-Guinée plus la forêt, nous, forestiers, nous, on parle quelle langue? Entre nous. C'est le malinké qu'on parle. Ça, c'est votre choix. C'est un choix. Bien écoutez, vous allez parler. Entre les Kissiens et le Toma, on parle quelle langue? C'est le malinké. Okay. Entre le Toma et les Gadzi, on parle quelle langue? C'est le malinké. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un. Vous comprenez? Donc, la forêt plus la Haute-Guinée déjà. Haute-Guinée seulement fait 40% de la Guinée. Moi, je crois qu'on perd on a parlé de l'étendue, on a parlé de la géographie. À moins qu'on soit passionné, il a dit, hein. Monsieur Mohamed Lamine. Est-ce que vous comprenez? Parce que on démontre. Sans faire ni je suis d'accord. Tu vas comprendre automatiquement la majorité. Sans parti pris. Je suis d'accord. Vous comprenez? Haute-Guinée avec ses 850 villages. Merci. 850 villages. Plus la forêt. Tu ne peux pas comparer. Aucune ethnie en démographie, l'ethnie la plus nombreuse, tu prends encore les chiffres là-bas. Avant l'indépendance d'abord, vous prenez les chiffres en Guinée. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas comparer. Le plus grand marché de l'Afrique occidentale se trouvait où? Chez moi, à Gekedou. La langue, c'est le malinki. Le Kuntiki de la Halupular, là, le président qui est mort là, comment il s'appelle? Il a Ousmane Sanloa. Voilà, Sanloa, mon frère. Avant de mourir, mon frère, on a parlé à malinki. Tout le monde. Okay. Tu ne verras pas de Peul commerçant, parce que le grand siècle du commerce avant la chute de Gekedou, c'était de la Guinée et de l'Afrique occidentale était Gekedou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc non, je dis sans faire ni cri ni tabou, sans passion. Et encore, un facteur aussi que je dis aussi, ça c'est la multiplicité. Est-ce que vous comprenez? La polygamie. Merci. Vous comprenez? Okay. Quelle est l'ethnie ici qui est plus polygame que toutes les ethnies? C'est le Peul. C'est le malinki. Non, c'est le malinki. Je vous en prie. Okay. Moi qui suis là, j'ai fait Fouta jusqu'à présent. S'il y en a, je vous pose cette question. Allez, je vais voir à yeux parce que c'est ma curiosité. Je n'ai pas vu d'avoir un Peul polygame à 4 femmes. Je n'ai pas vu à mes yeux. Au Fouta. Voilà. Non, j'ai fait Fouta. Mon temps, je n'ai pas vu. Okay. Non. Vous n'étiez pas au Fouta. À Conakry ici aussi, jusqu'à présent, je n'ai pas vu. J'ai vu pour 3 femmes. Mais 4 fois, je vous en prie. Vous n'étiez pas au Fouta. Je vous en prie. Merci. Je dis que je vais voir ça. Ici, le taux de multiplicité, la polygamie d'abord, la polygamie. Si tu vois, partout tu vois déjà 100 polygames malinqués, si tu compares de 2 femmes, côté Peul d'abord, tu verras au moins 10. Ok. Bien. Est-ce que vous comprenez? Merci. Je prends. Là où vous verrez, non, ne soyez pas pressé. Gardez votre patience, mon frère. Voilà pourquoi on vous dit de nommer. Je parle sans faire ni cri ni tambour. En matière de polygamie, le premier c'est les malinqués. Okay. Est-ce que vous comprenez? Okay. C'est les malinqués. Sans faire ni cri ni tambour. Et je te montre aussi une liste, tous les LHAD là que tu parles là, les diamantaires là. Donnez-moi un qui n'est pas polygame. De 2 jusqu'à 8 femmes. Tu trouveras les divorcés. Si on ajoute le nombre des femmes divorcées plus les 3 qu'il a actuellement, ça peut atteindre 8. Okay. Est-ce que vous comprenez? Même le dernier qui vient de mourir, le père de Koutoubou, qui vient de mourir, il est mort avec combien de femmes? 4 femmes. Koutoubou lui-même a 4 femmes. Est-ce que vous comprenez? Je te donne aussi un exemple frappant. C'est le seul administrateur qui a 4 femmes. C'est Abou Diallo. Abou Diallo est malinqué. Il a 4 femmes. Un fonctionnaire qui a 4 femmes. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Abou Diallo a 4 femmes.
Je vous dis ça. C'est pas parce que ici, non, je vous en prie. Tu sais, il y a un calcul très simple, quoi. Vous comprenez? Je t'ai donné le chiffre là, non? Haute-Guinée plus ça. Et encore, Conakry ici, non. La langue se fait en haut, hein. Est-ce que vous comprenez? Mais les 3 langues là, partout tu parles Malinké, on te répond. Partout tu parles Soussou, on te répond. Partout tu parles Pela, Conakry ici, dans le business, on te répond. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. On te répond. Merci pour cette reconnaissance. On te répond sans faire ni gré ni tabou. Est-ce que vous comprenez? Il y a le quartier général, j'appelle ici, tel que Plamadina, Bambeto, est-ce que vous comprenez? Le Malinké le long de l'autoroute, tel que Madina si. L'enfant qui naît, moi j'ai vécu dans une famille malinké à 36, tous les enfants parlent malinké. Est-ce que vous comprenez? Tous les enfants. Alors que c'est une famille Soussou, mais tout le monde, parce que la plupart des locuteurs là-bas sont des Nous revenons maintenant parce que ce n'est pas ce soit linguistique tombe sur quoi? Non, je vous en prie. Le débat ici est quoi? Je dis que le sujet n'a pas été compris. Est-ce que vous comprenez? Le sujet n'a pas été compris. Il y a un point que le blanc utilise contre nous, ça c'est l'ethnocentrisme. Il y a l'ethnocentrisme ici là, c'est une force centrifuge plus nocive que le colonialisme est là. Et encore, il y a l'égoïsme aussi. C'est les deux choses qui nous entravent ici, l'ethnocentrisme et l'égoïsme. Moi, je pense que M. Abbé, je me limite là pour le moment. Je suis contre tous ceux et toutes celles qui disent qu'il y a l'ethnocentrisme en Guinée. Je suis formel. Si vous connaissez, en tout cas peut-être moi je ne comprends pas français, mais si vous prenez le terme ethnocentrisme, ça veut dire qu'il y a une route que moi, je ne peux pas utiliser. Il y a un marché que le Soussou ne peut pas utiliser, ça l'ethnie, l'ethnocentrisme. Il y a par exemple, je ne peux pas être dans un bus avec une autre ethnie de mon pays. Ça c'est l'ethnocentrisme. Je ne peux pas faire l'école avec une autre ethnie. C'est ça l'ethnocentrisme. Les gens n'ont qu'à comprendre, il y a l'ethnostratégie. C'est quand il y a un intérêt personnel, un intérêt qui a un jeu qui est déclenché, que les gens ressortent les fibres ethniques. Les fibres ethniques. Ça, je suis formel. Je reviens maintenant sur un élément important. Allez-y, il parle de polygamie. Maninka d'abord. Moi, j'ai fait Cancan aussi. Je lui apprends ça ou je vous apprends ça. À Cancan, on va te dire la préfecture de Cancan, ou en tout cas le territoire de Cancan, a 24 villages. 12 villages Peul, 12 villages Malinké. On va te dire Cancan so Mouaninani. En partageant, on ne te dit pas voici la part des Malinké. Foulalta, Maninkalta. Ça, j'ai vécu durant au moins 17 ans. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est Cancan d'abord. Quand vous partez à Madiana, ça c'est simple appellation. Vous partez à Madiana, c'est aussi cela. Est-ce que vous comprenez? Ils sont Peuls. Ils sont Peuls. C'est du fait, c'est pas fait. Et j'ai été plus loin. Allez-y dans le bassin d'eau. Quand je suis allé à Zérékoré au Mamité, je suis arrivé, il y a une femme qui est venue voir un ami qui était commerçant. Il a commencé à regarder, il a parlé, il a parlé, je ne sais pas comment il lui a parlé. Il dit, je suis vilaine, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas Peul, même si je ne parle pas poulard. Quelle que soit la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne sera pas un caïman. En partageant en Haute-Guinée, ils ont la part de Peul. Ça, je suis formel. Je n'aime pas parler l'ethnie, mais vous m'amenez à parler ethnie. Et je reviens sur un élément sur lequel je ne suis pas d'accord. Le territoire, c'est politique. Regardez, prenez le climat. Quand vous sortez ici, c'est le même climat de Kindia jusqu'à Kouroussa, jusqu'à Kouroukoro. Vous vous sentez dans le même climat tempéré, ou bien, en tout cas tempéré, très doux. Quand vous prenez la végétation, c'est la même essence forestière. Quand vous prenez les hommes, c'est le même. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est venu, quand on me dit même la Guinée est divisée en 4 régions naturelles, je dis ce n'est pas vrai. Ça, c'est purement politique. Les gens ont divisé ce qui n'est pas vrai. Les lignes tracées comme les frontières de nos États, les lignes tracées à l'intérieur de nos États, c'est des aberrations, c'est des imaginations. C'est faux. Là, le territoire s'entremêle. Et si vous prenez, quand moi vous me dites Fouta, moi je suis de Dabola. Mon père y est.
Il a fait domicile là, je suis né là. Mais quand vous me dites Fouta, c'est de Dinguiraï jusqu'à Kolente. Dinguiraï, c'est la haute. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ce partage territorial-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce partage de la haute moyenne, c'est une aberration, c'est une invention pour encore. Parce que le blanc savait, s'il ne créait pas ces notions-là, ces délimitations conceptuelles-là, il n'allait pas pouvoir dominer. Donc, le héritage géographique ne nous explique pas. Si c'est cela l'incompréhension, j'assume. Mais les deux facteurs qui ne sont aucunement un argument. Je n'aime pas être dans un débat où on parle, chez nous ici, on parle de l'ethnie parce que le concept d'ethnie est mal compris. J'aime être où on parle beaucoup d'autres choses de langue, comme vous l'avez dit dans l'entame de votre émission, dire l'officialisation des langues. J'aimerais être dans ça parce que le débat d'ethnie et le débat d'ethnocentrisme en Guinée, c'est un problème entier. Je n'aime pas qu'on en parle parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Toujours tout ce qu'il est en train de dire. C'est extrêmement d'ailleurs dangereux que nous faisions passer tout cela à des antennes. C'est dangereux pour moi. Pourquoi? En tout cas, moi, je n'imagine. Parce que c'est notre identité. Oui, on est en train d'insinuer ce qui n'est pas vrai. Non. On est en train d'insinuer ce qui n'est pas vrai. Il n'y a pas 4 régions naturelles en Guinée. Il y en a plusieurs. Si c'est naturel là, vous avez des rebondissements? Moi, j'ai... Et d'ailleurs, écoutez, il y a une chose reste claire. Une chose reste claire. Ça, je suis d'accord avec lui. Il a dit ça, il a dit ce qui est. Et non ce qu'il doit être. Parce que ce qui doit être, c'est le travail des prophètes. Ce qui a été déjà, c'est le travail des historiens. Et le fait de, quand il parle ces 3 langues à dominance dans le territoire, c'est bien. Surtout à Conakry, c'est bien. Ça, je suis d'accord. Mais ce qui me fait aussi, surtout, normalement, ce débat-là, il perd son sens, d'autant plus que lui, il ne doit pas parler ici pour le Malinké d'abord. Si sa position administrative ne lui permet pas, c'est-à-dire, il est avant tout du ministère de l'administration, de l'enseignement préuniversitaire. Sa position administrative lui met en position de faiblesse de défendre une langue. Mais imaginez, vous n'avez pas compris mon introduction. Je dis que je suis là pour la logique. Non. Je vais le dire. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Le général Mamadi Doumbouya nous dit aujourd'hui, je ne serai pas comme moi, si tu ne me dis pas, ils ne sont mal, je ne réponds pas. Est-ce que vous comprenez? Comme nos dévanciers. Parce que tout l'avantage, c'est lui qui a dit, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est lui qui va porter nos voix. Donc ça veut dire que c'est lui qui va porter notre voix. Si c'est lui qui doit porter notre voix, c'est déjà bio. C'est sa conviction, il est aussi citoyen, donc il a l'attitude. Mais il a le droit de même l'écart d'abord entre l'alphabet Mpo d'abord. L'écart créé en 1947, à l'indépendance, on a présenté ça. Bien avant ça, voilà pourquoi j'ai dit. Vous savez qui a créé? Du fait qu'on n'a pas compris d'abord le sujet. Je vais vous envoyer un article que j'ai écrit. On va revenir sur le système d'écriture. Je vais vous envoyer un article que j'ai écrit qui est sur Internet. Allez-y, s'il vous plaît, je termine rapidement, je vous en prie. Je vais vous envoyer un article que j'ai écrit qui est publié dans une revue. Et quand j'ai fait les travaux de terrain, j'ai trouvé qu'en Guinée, ce sont les Loma qui furent les premiers à écrire. J'ai fait cette logique parce que ça, j'ai parlé de ça. Après les Loma, je vais vous donner encore, vous allez parler plus que ça. C'est venu les Pelés. Après les Pelés, venu les Malinké, comme il l'a dit, le Onko. Et le Ploir est venu, aujourd'hui on parle du Korsibeli. C'est déjà un atout pour la Guinée. Monsieur Sounousi, je vais vous donner des documents. On reviendra sur le système d'écriture. Je voudrais, M. Tourneau, si vous le permettez, moi je suis réconforté dans ma position parce que moi je suis toujours dans le sens du débat qui est de quelle langue il faut promouvoir pour qu'elle soit la langue nationale. Moi je reste dans cette logique-là. C'est bien des fois de parler autre chose pour enrichir le débat. Mais je pense que le débat, ça va un peu à côté. Je suis d'accord. Vous avez dit qu'entre forestiers, entre les forestiers, c'est-à-dire entre Ntoma et Nkisyan, c'est le Malinké que vous parlez. C'est que c'est une langue d'intermédiaire. Oui, entre nous. Ça, c'est très important. Entre le Toma et le Guerzier aussi, donc, c'est le Malinké. Entre le Toma et le Guerzier, c'est le Malinké que vous parlez. Entre maintenant
Dans le business aussi, c'est le malinké. Merci. Oui. Maintenant, moi, je voulais toujours rappeler ceci, comme j'ai toujours dit. Le flux migratoire des autres langues de l'intérieur du pays vers la Basse-Guinée est hébergé par la langue Soussou. Tous ces flux migratoires, toutes les langues qui migrent, n'est-ce pas? Oui, bon, vous avez parlé, moi je voulais que vous parliez un peu de l'historique, quoi. Non, vous savez, quand vous dites l'historique, les faits sont là. Les faits sont là. Les faits sont là. Ça l'aide justement ma question. Moi, je pense que les faits, il faut pas qu'on aille chercher ailleurs. Nous sommes dans... Monsieur Diallo, on va aller sous l'évidence. Je vais vous guider. Je suis dans votre sujet toujours. Oui. Vous savez qu'ici, ce n'est pas une zone Soussou. Ici, il y a 3 villes. Je vais vous citer 3 villes. Conakry, Bagata, Debreka, Bagata, Kassonia, Bagata. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous comprenez? Il y a 2 groupes de Baga. C'est leur incompréhension qui a fait monter le Soussou sur eux. Les Baga forêt et les Baga cité mouille. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi l'incompréhension n'est pas bonne. À l'indépendance, quelle était la langue parlée à Conakry? C'était le Baga. Est-ce que vous comprenez? Mais au fur et à mesure, les Soussous sont peuplés par 3. Et leur langue, d'abord, ils ont perdu leur langue. Parce qu'ils ont quitté le Manding avec quelle langue? Le malinké. Ils ont fait plus de 150 ans avec les Dialonka. C'est la zone qui est aujourd'hui appelée Fouta. Ils sont venus trouver. C'est eux qui les ont nommés Baga, ça fait des Baderaka. Dans ça, là, comme c'était un petit groupe, ils ont perdu le malinké au profit des Nagay. C'est la langue Dialonka qu'ils ont comme ça dans leur bouche. Ce qu'ils parlent. Ce n'est pas leur langue. Ils ont perdu le malinké. Est-ce que vous comprenez? Prenez les critères. Soso veut dire quoi? Ville des chevaux. Est-ce que vous comprenez? En partant des critères, ce n'est pas leur langue qu'ils parlent comme ça. Ils ont perdu ça par le contact avec la langue majoritaire à consommer la langue minoritaire. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai parlé de la dynamique. Voilà pourquoi j'ai parlé. C'est la fin de l'absorption. Je voulais parler de la dynamique. Et nous aussi, moi Kissiens là, les Kissiens aussi étaient des plantaires. Les Kissiens sont venus ici, un flux de Kissiens qui sont venus à Koya. En Basse-Guinée. Bon, tous les Kissiens ont perdu leur identité. C'est pour te parler des peuples de Ouassoulou. Ils sont plus Kissiens aujourd'hui, mais de nom, ils reconnaissent. Mais ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? C'est comme les cas des peuples de Ouassoulou qui sont là-bas, de nom, mais de culture, non. Merci. Ils ne sont pas de culture. Merci. Et c'est la culture qui est fondamentale. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc vous avez la parole. Nous sommes d'accord. Pour vous aider, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis d'ailleurs même reconnaissant. Je dis bien, on est tous d'accord que le Soussou a exercé son influence sur d'autres langues qui l'entouraient et qui les a absorbées. Oui. On est d'accord jusqu'à ce point. Oui. Merci beaucoup. Les premiers malinqués venus, le Soussou a consommé. Pour vous aider, les Kissiens, ça a consommé. Les 2 groupes de Baga aussi, ils sont en train de consommer. Merci beaucoup. Et se réclament aujourd'hui même Soussou. Merci. Parce qu'il y a 2 ethnies, il y a 2 noms de famille, toujours pour vous préciser. Il n'y a pas de Soussou parmi ces 2-là. Il n'y a pas de Souma Soussou, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Bangoura Soussou. Tous les Bangoura sont des Baga, il ne faut même pas demander. D'accord. Allez, ça, on va aller après. Voilà. Maintenant, moi, je parle des faits. Oui. Je parle des faits. Non, pour vous aider toujours. Non, bien sûr. Parce que moi, je parle des faits, ce qui se passe maintenant. Maintenant que le Soussou a fini ou est en train d'exercer son influence sur les langues auxquelles lui-même il a été étrangère, auxquelles il a été hébergé par ses langues originelles de la zone, mais c'est la même dynamique qui continue à exercer dans d'autres langues aussi, qui, n'est-ce pas, ont migré de l'intérieur vers la Basse-Guinée. Parce que c'est pourquoi j'ai parlé le positionnement socio, n'est-ce pas, géostratégique de la langue. Je suis d'accord parce qu'il y a eu 2 faits ici qui a beaucoup aidé la langue Soussou. Le fait qu'on a cassé le marché de Guéguédou, la chute du marché de Guéguédou et le train là, ça a beaucoup diminué l'influence du malinké. Merci. Le marché de Guéguédou et le train. Maintenant que nous parlons aujourd'hui de la logique, et que le Soussou reste la langue qui a la chance, n'est-ce pas, aujourd'hui, d'héberger toutes les langues de ce pays. Oui. Est-ce que vous voyez? Elle est en train aujourd'hui même de répandre ses valeurs. Oui. N'est-ce pas? Aux communautés, aux différentes communautés qu'elle héberge. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais pourquoi nous, on ne quitte pas dans notre confort, c'est-à-dire nos conforts, mon confort Peul, toi, ton confort malinké, la reconnaissance de la valeur autrui ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. C'est un sens de grandeur. Est-ce que vous voyez? Mais merci beaucoup, c'est un sens de grandeur. Donc aujourd'hui, si nous voulons faire ce que nous voulons faire en termes de développement, en termes d'intégration, en termes de la création de la nation, je vais vous dire une chose, un exemple. Les différents
les enfants qui sont nés en Basse-Guinée, issus des différentes ethnies, aujourd'hui ont une seule valeur. Ils ont en commun une seule valeur. Oui. Ils n'ont pas ces calculs ethnicistes. C'est vrai. Parce que ils n'ont pas de valeurs communautaires. Ils n'ont pas de valeurs raisonnables. Vous aider. Moi, je suis Paul. Comment je suis Moi, je suis Paul. Ça se dit. Ça, c'est vrai. D'accord. Mais maintenant, donc ici, dans ce sens, est-ce que, M. Tolno, dans ce sens, parce que je vous ai dit ici qu'on parle de la logique, qu'on va parler de la logique. Oui, la logique, oui. Ici, ce qui prévaut, c'est le débat, c'est l'argument, c'est la force de l'argument. Oui. Et non l'argument de la force. Oh, oui. Est-ce que vous voyez? Et nous sommes en train de vivre cette réalité aujourd'hui, c'est-à-dire le pouvoir expansionniste de la langue Soussou sur d'autres langues. Qu'est-ce que nous attendons? Merci. C'est le courage politique qui nous attend. Oui, c'est ce courage-là. Moi, je renvoie. Vous avez, chaque fois que quelqu'un intervient, la personne part sur la base de certains critères. Maintenant, aujourd'hui, s'il faut officialiser une langue en Guinée, quels sont les critères que nous pouvons poser sur table? Est-ce qu'il faut aller sur l'ancienneté? Parce que vous avez parlé de Merci pour cette question. Merci. Les critères ici, je vais commencer parce que nous, on a défini 3. S'il faut. Ça veut dire la langue, ça veut dire la plus parlée. Est-ce que vous comprenez? On a parlé aussi l'écrit, jusqu'à 4. On a parlé aussi la langue transrégionale. Est-ce que vous comprenez? Quelle est la langue, si on prend en dehors de la Guinée, vous êtes libre, sans fait ni cri, ni tambour, sans passion, la langue favorite dans ça est le malinké. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est une langue dont 3 pays déjà parlent principalement plus la Guinée, ça fait 4. Est-ce que vous comprenez? Que c'est le 5e même Sénégal. Est-ce que vous comprenez? Sur la base de ça. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Je viens quoi? Non, je viens. Le Pulaar est parlé. Est-ce que vous comprenez? Oui. Nigeria, il y a les Peuls là-bas. Mais la langue influente du Nigeria parle sur 3. Les Hausa d'abord, c'est l'ethnie majoritaire du Nigeria. Ça fait entre les 2 pays, parce que c'est le même pays, ils ont divisé. Les Anglais ont dit Nigeria et les Français ont dit Niger. Tu as vu que les colons ne sont pas bons. C'est un seul pays. Nigeria. Est-ce que donc, côté français, on dit Niger. Ils ont divisé. Côté anglais, on dit Nigeria. Nigeria. Est-ce que vous comprenez? Ils ont divisé. Est-ce que vous comprenez? L'ethnie majoritaire sont des Hausa. Après les Hausa, les Yoruba. Après les Yoruba, les Ibo, qui sont chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Les Peuls ne font pas partie de l'ethnie majoritaire du Nigeria, mais ils sont là-bas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le malinké aussi fait partie? Non, le malinké, non. Là-bas, non. Est-ce que vous comprenez? Continuez sur les critères. Bon, transrégional. Vous êtes en train de parler des critères transnationaux. Je dis non, je dis transrégional. Ça veut dire en dehors de la Guinée, quelle est la langue si on choisit? Je vous ai dit, je dis en première position, c'est le malinké. En deuxième position, Soso. Peul. Bon, en troisième position, même ma langue est favorite sur ce plan plus que la langue Soso. Parce que moi, ma langue est parlée dans 3 langues, dans 3 pays. La Liberia, Sierra Leone et Guinée. Le président actuel, même pour son investiture, j'ai été, la communauté m'a invité, je suis parti, José Boaké, c'est un Kishien, qui est aujourd'hui président au Libéria. José Boaké, Fallou Boaké, dis-le sur le nom. D'accord, on remonte. Bien, alors, moi je crois. Quels sont les critères? Donc ici, je viens voir. Ici encore, il y a Lunko qui est là. Écoutez, Lunko. Bon, tout est à l'image, quoi. Parce qu'il y a l'hégémonie mandingue qu'il ne faut jamais négliger, quoi, sans faire ni cri ni tambour. L'effort de ton prochain, il ne faut pas nier. Même les théâtres qu'on fait là, Sodia, qui a commencé? Entre Sodia et les autres, les Ourou et autres là. Mais il y a un grand fossé. L'art. L'art là. Est-ce que vous comprenez? Non. Est-ce que vous comprenez? Il y a un grand fossé. Je pense que... Même l'art déjà, s'il dit qu'il y a un grand fossé, c'est qu'il veut dire qu'il est en train de discriminer. Et là, on ne peut pas. Attention. Le mérite, il faut reconnaître. Attention. Il faut faire l'apologie. Discrimination veut dire qu'il y a un mauvais œil. Non. Saboter. Non. Il faut faire l'apologie. Il faut faire l'apologie. Non, il est en train de citer l'apologie, d'accord. Il a dit que sur le plan artistique. L'hégémonie, tu veux dire ça, cela ne veut pas dire discriminer. C'est un mauvais œil. C'est pas un mauvais œil. Non, la description est totalement erronée. C'est-à-dire, j'ai dit que. Et même suffisent pour qu'on se parle tous deux. Est-ce que vous comprenez? L'avantage, regardez sur le plan historique. Moi, je reviens. Leur histoire est pleine d'héroïsme. L'histoire est pleine d'héroïsme qu'il faut reconnaître, que vous les aimiez ou pas. Moi, je ne suis pas malinqué. Mais vous prenez ton Rokanti.
D'accord. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un mérite. Donc, moi, je reprends la parole. Le Guinéen et l'Africain peut se vanter ça devant le blanc. Quel est le fruit que tu peux te vanter devant le blanc? Sont aussi valables pour tous. Mais encore, le résistant, je viens sur son argument. Non. Le résistant. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Très bien. Il faut conclure. Samouri aussi est. Mais il faut conclure parce qu'il ne va pas. Et même en guérilla, sa technique est enseignée. De toute façon, Samouri et de Wassoulou. Est-ce que vous comprenez? Quel est le roi qui pourrait se comparer à Samouri en son temps? Samouri, c'est un peu. Je l'assume aussi. Allez-y. Fakoli dont vous vantez, c'est un peu. Samouri un peu. Allons sur la base des... S'il te plaît. Aujourd'hui, s'il faut officialiser, il a tout. Il est peu de Wassoulou. L'empereur de Wassoulou. Samouri n'est pas de Abbé. Je reviens sur un fait. Vous connaissez l'appellation de Samouri? S'il faut officialiser une langue en Guinée, je t'enverrai un livre. Vous déclinez quels sont les critères proposés? On va conclure. Et c'est le monde qui nous attend comme ça. Abbé, c'est le monde qui nous écoute. Il doit se taire pour me donner aussi la parole. Non, nous lui avons donné déjà. Nous lui avons pas la parole, mais vous ne permettez pas. Vous avez saboté, s'il vous plaît. Non, je vous en prie. S'il vous plaît, vous sabotez. Ici, personne n'a l'apanage, le monopole de la vérité ou de la parole. Je vous enverrai un livre. Je vous enverrai un livre, vous allez le lire. L'histoire depuis 12 000 ans avant l'islam. Si je vous donne des réalités, ils vont s'enflammer. Fakoli, dont il parle, il s'appelle Fulakoli. Si c'est la légende, on peut la créer. Fulakoli. Fulakoli, tu sais, ça veut dire quoi? Il a 6 doigts et c'est les 6 doigts là. Je reviens sur ça. Tout à l'heure, là, quand j'ai dit il n'y a pas 4 raisons naturelles, il a voulu m'envoyer dans un débat très dangereux. Dire que j'ai fait défiance à l'État. Écoutez, les statistiques dont je vous donne, je ne les ai pas inventées. Les 40% de représentativité ethnique de la Guinée, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai pris de l'Institut national des statistiques de Guinée. Merci. Okay. Ça, c'est un. Ensuite, il a parlé, le deuxième critère, moi je prends les 40%. Je ne parle pas si on prend ça, on réunit à ça, on prend ça, on associe à ça, on diminue, on divise. Je ne suis pas dans ça. Je prends une fraction. 40%. Si je prends le caractère transnational de la langue, je vous dis, la seule raison que je n'ai pas parcouru préfecture par préfecture, c'est la Basse-Guinée d'abord. Okay. Et ça, je suis formel. Les autres, je les connais par sous-préfecture. Allez, vous ne pouvez pas aller dans une sous-préfecture où vous ne pouvez pas parler pour la on vous répond. Ça, c'est le caractère transnational. Si c'est le caractère interrégional ou régional, ou transrégional, comme il le dit, quand vous prenez Mazel, liste 24 États qui parlent Pulaar. S'il dit, moi je crois qu'on ne doit même pas sortir dire au Nigeria, Nigeria, c'est séparé. Si tout cela, on sait comment on faudrait faire pour partager le Sénégal et la Guinée, ou bien la Sierra Leone et la Guinée. Nous connaissons l'histoire des frontières en Afrique. Nous avons étudié et nous avons vécu certaines choses. Mais quand vous prenez le Pulaar, sur les 50 et quelques États, au moins plus d'un tiers parlent le Pulaar. 24 États, de Banjul jusqu'en Somalie, allez-y, vous parlez Pulaar, on vous répond. Et moi, ce que j'ai dit, c'est des faits constatés. Ouais. C'est des faits constatés. Je reviens encore toujours. Et moi, ce que j'aime dans le débat, je ne parle pas de ce que je connais. Parce que ce que je connais peut ne pas être forcément la vérité ou la réalité. Je parle de ce qui est déjà concluant, que d'autres prédécesseurs ont vérifié. Soit des Guinéens, des Africains ou des africanistes. Je ne prends pas l'opinion seulement des Occidentaux. C'est pourquoi j'aimerais que ce débat soit par exemple en langue ou sur des bases... On va traiter ça. Bien. Alors, j'ai pris la démographie. Après la démographie, j'ai pris la répartition géographique de la langue, qui est un facteur très important, dominant et quasi imminent même. Ensuite, quand je prends, il est parlé dans presque toutes les régions de la Guinée, que ce soit comme langue maternelle ou comme langue seconde, facilitant son adoption potentielle pour l'administration et l'éducation sur l'ensemble de son territoire. Je prends le troisième élément, le statut culturel et historique. Le Pulaar est la langue de l'empire ancien de Fouta Djallon. Et d'autres empires, Fouta Djallon bien sûr, moi j'ai dit Djallon, Fouta Djallon, parce qu'il y a toute une histoire qui a été créée derrière le reste. L'un des états précoloniaux majeurs de la Guinée, vous le savez, qui, si on parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou je ne sais, la révolution américaine, ou l'Amérique, le nationalisme américain, l'américain aux Américains, au Fouta on avait dit déjà
le Fouta au Peul, la France aux Français. On leur avait dit, dès les premiers explorateurs qui sont venus. Bien, je continue ma narration. Et son adoption contribue, son statut culturel, comme une langue ancienne, qui ne peut pas se dire que bon, c'est parce que tel a fait fusion, tel a fait fusion. Je reviens à la simple... Et puis, la valorisation d'un riche patrimoine historique. C'est la langue qui a un patrimoine historique que les chercheurs qui ne sont pas de ma peau, qui ne sont pas de mon ethnie, qui ne sont pas de ma région, qui ne sont pas de ma Guinée ont confirmé, qui ont travaillé en toute indépendance. Et j'aimerais que ça soit connu. Et ce débat, je voudrais vous envoyer beaucoup de documents que vous allez lire, que moi-même j'ai écrit et que d'autres ont écrit. Et la littérature, il parlait tout à l'heure de l'art, la littérature peul et précoloniale, qui est venue avant, pré-islamique et précoloniale. J'ai fait des explorations. Et je vais vous dire une chose, allez-y dans les grottes de Kakimbo. Vous verrez, dans la grotte de Kakimbo, sur les murailles de la grotte, vous verrez des bâtons, vous verrez des animaux, vous verrez des humains qui sont scriptés. Qui sont scriptés. Et ça vous dit tout. C'est l'époque préhistorique. Je parle. Les archéologues peuvent vous vérifier, les anthropologues peuvent vous vérifier, les épris du savoir peuvent vous vérifier. Je n'invente pas, je termine. Je n'invente pas. La simplification de l'éducation. Adapter une langue nationale reconnue et largement maîtrisée pourrait simplifier et rendre plus efficace l'enseignement primaire, l'alphabétisation, en particulier en zone où le français reste peu accessible, où il y a une sous-représentativité. Je revenais tout à l'heure à un problème, à quelque chose que M. Tolno a dit que je n'ai pas du tout, je ne vais pas laisser passer, la polygamie dont il parle. Moi, je suis fonctionnaire, je suis docteur, si vous voulez dire, je me lance cette fleur-là, maître assistant, donc j'aspire à être professeur. J'ai des épouses. Moi, mon grand-père en a eu 4, mon père en a 4. Je ne sais pas où il a puisé ses statistiques aussi pour dire que c'est le Maninka qui est plus polygame. Je crois que c'est un sujet qu'il a lancé aux anthropologues, aux sociologues qui peuvent faire des mémoires, des masters, des thèses, des doctorats que nous allons user dans les bancs de l'université, sur les bancs de l'université, parce qu'au moins on a ça. Et il y en a d'autres arguments. Je termine, pardon. Je termine sur un dernier, je pourrais faire économie du reste. Dimension transnationale, dimension intra-régionale et interrégionale. Le Pura est l'une des langues la plus étendue de l'Afrique. Elle est parlée par des communautés dans plus de 20 pays. Je l'ai dit, dans 24 pays. Allez-y, vérifiez ça. L'histoire est têtue. Voilà. Merci beaucoup. Je suis vraiment instruit dans ce débat. C'est très bien. Il y en a d'autres, mais j'ai fait économie. Moi, j'ai commencé à dire cela. Que moi, c'est les faits que j'analyse. Tu es dans l'évidence. Je suis dans l'évidence, ce qui se passe, sans considération aucune. Moi, j'ai dit tout simplement que la langue Soussou est une langue identitaire. Et elle est aussi identitaire. Non, le problème d'identité, ça c'est vrai, oui. Par rapport à tous les deux. Oui. D'accord. D'accord. À toutes ces deux langues. Donc, et aussi son influence, n'est-ce pas, qu'il est en train de répandre sur d'autres langues auxquelles elle est, n'est-ce pas, la langue d'accueil. J'ai dit, c'est une langue d'accueil. C'est une langue d'accueil. C'est une langue qui entretient et c'est une langue qui retient. D'accord. Merci à tous d'avoir participé à cette discussion. Je vais vous remettre la parole. Vous allez dire un peu de mots, ce que vous ne m'avez pas dit. Alors, on va commencer par M. Tolno. Vos derniers mots pour conclure le débat. Pour conclure le débat, un peu de mots. Le problème de statistique qu'il a dit, comme il dit, il est en recherche. Donc, vous venez, on va vous donner beaucoup d'éléments avant l'écriture d'abord. D'accord. Il n'y a eu aucun travail préalable. Ça veut dire défini depuis au temps de Sékou Touré jusque-là, de l'indépendance jusque-là. Il faut vous regarder les archives toujours sur le plan démographique. L'ethnie la plus nombreuse en Guinée, c'est le Malinké. Même la moitié, le quart des Malinké dépassent les peuples. Toutes les grandes villes, c'est le Malinké. On commence d'abord par Mamou. 3 ethnies. Peul, Malinké, Soussou et Dialonka. On prend Dalaba, c'est 2 ethnies seulement. Peul, Malinké. Et Dalaba, d'abord, on est en train de falsifier l'histoire
Dalaba porte le nom de la mare qu'on appelle en malinké Dala. Et aujourd'hui, je vois certains disent que c'est Dalandaba. C'est grave, hein? On est en train de falsifier l'histoire de la Guinée. Ça, je mets les gens en garde. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Vous prenez de là-bas, c'est moi je crois qu'on est en train de sortir du débat, quoi. Si on va sur la toponymie des lieux, si on va sur la toponymie des lieux, nous avons notre débat. Le débat est fini. Non, si vous allez sur la toponymie des lieux, des espaces, nous pouvons le dire aussi. Moi je n'arrive pas à parler. Mais écoutez, cadrez le débat. Dites-nous, nous parlons de la... On est en train de conclure. Nous parlons de la... Il dit c'est dans les mots. Allez-y. Nous parlons de la... On me laisse parler. Nous parlons de la... Pas de territoire. Si c'est la toponymie, j'en ai encore. Vous avez vu que je ne peux pas parler. C'est difficile, hein? Allez, c'est son dernier mot. J'ai gardé mon silence. C'est son dernier mot. Vous comprenez? Le mot statistique là, non, ça c'est archi faux. Ah, c'est l'État qui a menti. Est-ce que vous comprenez? Non. Non, ici, c'est l'État qui a je vous menti. pose une question. Non. Si c'est ça, quelle est la ville la région la plus peuplée? C'est l'État qui a menti. C'est l'État qui a menti. La région la plus peuplée de la Guinée. Moi, je vous apprends aujourd'hui que Sigiri est plus peuplé que Conakry. Sigiri est plus peuplé que Conakry. Moi, je ne prends pas. Sigiri est dans 3 millions. À l'issue de ce débat, qu'est-ce que vous voulez dire? Un peu de mots. Un peu de mots, c'est de vous remercier. Okay. C'est de vous lancer tous les fleurs. Mais c'est bon, le débat. Parce que moi, je vous ai suivi dans le débat avec Ça nous permet de distinguer le bon sens de tolérance. J'ai aimé. Notre collègue Aminata qui est passé, j'ai aimé. Je crois que c'est peut-être M. Diallo aussi qui était passé, j'ai aimé. Je trouve que vous êtes en train de faire ce que beaucoup ne font pas. C'est de vous remercier d'abord. Merci. Et de vous grandir. C'est des activités comme ça qu'on a besoin, surtout de votre jeune âge. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bon. Et c'est de dire que moi, vraiment, peut-être comme j'ai une autre éducation qui n'est pas seulement celle guinéenne, je ne peux pas parler au-delà des chiffres. Je ne peux pas parler au-delà des documents officiels. J'ai des sources ou trois. J'ai les sources classiques, c'est-à-dire la littérature scientifique, la littérature grise, j'ai la littérature orale. Et j'ai mon expérience. Voici les éléments sur lesquels je fonde mon expérience. Moi, je ne lance pas de débat. Mais s'il s'agit de parler de l'histoire, de toponymie, ou bien de noms, on reviendra. On en aura. Ça fait une légende. On peut étaler cette légende. On peut étaler cette légende. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Diallo. Je vous remercie. Je remercie aussi mes co-débatteurs. D'abord, je voulais lancer un appel à toute cette jeunesse qui rêve à avoir une Guinée unie, une Guinée qui renonce à un certain nombre de considérations et aller vers le large consensuel. Le large consensuel. Parce que la construction de ce pays doit aussi partir de cela. Il faut que nous continuions à renoncer à un certain nombre de considérations, un certain nombre de valeurs auxquelles on pense être au-dessus des autres. Il faut que ces stéréotypes-là, qu'on sort de cela. La nation guinéenne qu'on veut construire, ça doit se construire sur la base aussi de ces différents éléments. Moi, je suis très content de partager ce plateau avec ces doyens qui m'ont beaucoup enseigné. J'ai beaucoup appris. Et vous aussi, je vous remercie pour votre invitation. Et je lance toujours un appel à l'ensemble des jeunes Guinéens de s'intéresser aux vraies questions. Le problème dans ce pays, c'est qu'on ne libère pas la parole. Il faut libérer la parole, il faut donner la parole aux gens et aux autres pour parler des vraies questions dépassionnées. Ce n'est pas que la politique qui est le vrai débat. Le vrai débat, oui. Le débat économique existe, les débats environnementaux existent, les débats économiques existent. Je pense que les jeunes s'intéressent à cela pour construire une nation que nous voulons. D'accord. Sur ce mot, je vous dis merci et à bientôt. Merci à vous pour la disponibilité. Chère communauté, on se retrouve à très bientôt pour un autre épisode. Merci beaucoup. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.